Bienvenue au résumé de la semaine. Cette semaine, soyons aussi intelligents que la nature de Gunther Pauli, un livre que je recommande fortement qui nous fait changer un petit peu d'idée que le modèle économique qu'on utilise en ce moment n'est pas nécessairement le seul modèle qui existe. Et il y a des possibilités d'améliorer certaines des inégalités, les problèmes de pollution, les problèmes d'être capable de soutenir la production ou la population mondiale qu'on a avec un modèle économique comme on a en ce moment et dont Gunther présente des 12 tendances qu'on peut utiliser pour essayer de renverser la vapeur, pour essayer d'être les artisans de l'avenir. Et c'est un discours qui est très enrichissant et qui est aussi plein d'espoir, donc que j'aime bien et que je veux partager avec vous. Donc, qu'est-ce qui veut dire par être aussi intelligent que la nature? Bien, c'est que on a, on a besoin d'une stratégie qui va donner aux entrepreneurs l'inspiration nécessaire pour imaginer qu'est-ce que nos parents, qu'est-ce que nos professeurs à l'université n'auraient jamais pu euh, imaginer parce qu'il faudrait essayer de s'inspirer de l'économie de la nature versus utiliser ce qu'il appelle l'économie bleue euh, à la place de faire l'économie verte. L'économie verte, où est-ce que on essaye de polluer moins, on essaye d'avoir des quotas, on essaye d'utiliser certains produits naturels, oui, mais que des fois leur production tue l'écosystème. Euh, donc, c'est c'est déjà un pas vers l'avant, mais c'est peut-être pas dans la façon qu'on va créer de la richesse, de l'abondance et du bonheur pour tout le monde. La nature a un modèle économique qui n'a pas de déchets, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'économie d'échelle, il n'y a pas de cœur de métier, donc de spécialité. La nature transforme la rareté en abondance. Et donc, il faut essayer de penser complètement différemment. Exemple, la surpêche, ça fait qu'on met des quotas, ça fait qu'on essaie de faire des piscicultures. Bon, les quotas, ça fait qu'il y a des braconniers qui vont essayer de les dépasser. La pisciculture, ça fait qu'on a des problèmes de toxicité, puis c'est pas nécessairement des meilleures conditions pour les poissons. Les poissons qu'on mange sont aussi pas aussi bons et les nutriments sont pas aussi bons non plus. C'est des poissons qui sont stressés. Et alors que si on regarde, est-ce qu'il faut pêcher moins ou il faut pêcher plus, on se pose la mauvaise question, c'est plus comment mieux pêcher. Et il donne l'exemple d'essayer de trouver des solutions pour pêcher tous les poissons sauf les femelles avant qu'elles aient frayé, donc qui puissent assurer la reproduction de l'espèce. Donc, la première tendance dont il parle, c'est de produire en trois dimensions au lieu de produire en deux dimensions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est s'éloigner des monocultures versus produire comme la forêt boréale. Il dit même si on produit beaucoup plus qu'avant sur 1 hectare de terre en monoculture avec le maïs, exemple, on produit encore moins de biomasse que la forêt boréale. Donc, il y aurait moyen de, par exemple, mettre les courges au sol avec les tiges des tomates qui montent, les courges maintiennent l'humidité, les tomates poussent plus haut, donc on est capable avec le même terrain de produire plus. Mais c'est pas juste ça, c'est pas juste libérer l'espace dans le fond. C'est de penser à utiliser euh, de penser à utiliser toutes les ressources. Donc, exemple, les oméga 3 sont bons, donc tout d'un coup, il y a une surdemande du saumon, puis on oublie qu'on pourrait utiliser les anchois, les sardines, euh, puis on surpêche. On oublie aussi d'où viennent les oméga 3. Les oméga 3, ils viennent des algues que les poissons mangent. Donc, on pourrait aussi manger des algues, on pourrait aussi cultiver les algues. Euh, donc, les algues nous donnent les oméga 3. Les oméga 3, donc, il faut que ça soit dans la nourriture du poisson. Et donc, si on cultive des algues, on a des oméga 3. On peut cultiver aussi les poissons qui vont les manger. Et en plus, on épure l'eau. Donc, on crée de l'eau douce parce que les algues sont pleines d'eau douce. Ça libère de l'espace sur Terre et ça libère des ressources nécessaires comme l'eau. Et donc, on s'adapte aussi même à un gros problème qu'on a en ce moment, qui sont la montée de l'océan. On peut remplacer aussi les fibres textiles qui demandent beaucoup d'espace sur Terre et de ressources avec les fibres qu'on pourrait utiliser
des algues, et les algues peuvent même faire des biocarburants. Fait que c'est sûr que ça, c'est des si, mais en pensant en 3 dimensions, donc d'où viennent les choses, qu'est-ce qu'on peut le produire, et en arrêtant de penser que si on veut juste du poulet, bien, on va juste faire grandir les poulets, puis on ne va jamais utiliser les plumes, on ne va jamais utiliser les excréments. Donc, c'est de penser à tout ce qu'on peut utiliser. Ça lui donne la deuxième tendance euh, qui, qui est d'utiliser ce qu'on a et pas ce qu'on pourrait avoir. Après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on a découvert qu'on pouvait s'approvisionner puis avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont mondiales. Ceux qui gagnaient la guerre, c'est ceux qui arrivaient à amener la nourriture et toutes les ressources n'importe où dans le monde. Donc, on a commencé à être capable d'utiliser des ressources qui viennent de n'importe où. Sauf que ça a fait on a commencé à devenir aveugle à ce qu'on a juste à côté de chez nous. On a commencé à penser qu'on voulait une recette en 10 étapes de qu'est-ce qu'on veut faire et qu'on voulait pouvoir le faire n'importe où, peu importe la condition locale. Donc, l'idée, c'est de se rappeler que c'était une bonne idée au début de penser à l'avantage comparatif. Moi, je vais faire ce dont je suis bon et toi, tu vas faire ce dont tu es bon. Mais c'est devenu un avantage compétitif où est-ce que, bien, dans le fond, la personne qui a c'est un avantage concurrentiel, pardon. La personne qui a l'avantage concurrentiel, c'est la personne qui gagne, puis tous les autres perdent. C'est plus un win-win, c'est un win-lose. Donc, ça prend beaucoup d'argent actuellement pour faire de l'argent dans notre système. Ça prend aussi de répondre à un besoin de quelqu'un qui est loin de nous et avec des produits qui sont loin de nous. Euh, Par exemple, l'Argentine préfère produire de la viande de haute qualité et l'envoyer sur le marché mondial au lieu de nourrir toute sa population. Elle a beaucoup de population qui pardon, c'est la cantine. Il y a beaucoup de sa population qui meurt de faim. Et ça crée aussi un énorme problème pour le marché local parce que le marché local n'a plus d'argent. Donc, l'argent circule, mais circule au niveau des multinationales, circule au niveau mondial, loin de où est-ce qu'on a acheté le produit. Et ça fait que on ne peut plus utiliser l'intelligence du marché local. On ne peut plus euh, créer de richesse localement, facilement, si on pense de cette façon-là. Et lui, il nous donne des exemples. Donc, exemple actuellement, dans le marché local du Zimbabwe, bien, il y a des gens qui recyclent le marc de café et qui en font des champignons. Donc, ils utilisent les déchets locaux, ils créent de la richesse, des champignons, des pleurotes qu'ils vendent sur le marché local et l'argent des gens locaux va dans leurs mains. Donc, plus l'argent circule localement, plus la communauté devient riche. Ça, on en parlera un petit peu après, mais c'est de se rendre compte alors que l'intelligence du marché local peut même être compétitif avec le marché mondial. Il existe d'autres théories que juste la théorie économique qu'on a. Donc, la tendance numéro 3, c'est au lieu d'aller du plus bas prix, d'aller au meilleur rapport qualité-prix. Euh, on dépense de moins en moins du pourcentage de notre revenu pour la nourriture, mais on dépense de plus en plus, comme on l'a vu avec Conductor, de Why We Get Fat, pour la santé. Même si ce n'est pas nous personnellement qui dépensons pour notre santé, on va dépenser pour la santé des autres parce qu'on est dans des systèmes où est-ce qu'on paye pour la santé des autres, du moins au Canada ou en France. Euh, il faut penser aussi que bio n'est pas nécessairement plus nutritionnel. Ça veut juste dire qu'on n'a pas utilisé des pesticides. Mais si les sols sont complètement euh, vides de carbone, ben il n'y aura pas nécessairement les bons nutriments. Une pomme d'aujourd'hui n'a plus les mêmes nutriments qu'une pomme des années 50, même si elle est bio. Les oméga 3, pour avoir des oméga 3 dans les animaux, ils, pour ça qu'on dit qu'il y en a dans le poisson, c'est qu'il faut que les animaux ils vivent plus longtemps. On a tendance à les tuer après 6 mois, puis alors qu'il faudrait qu'il y ait plus qu'un an pour que ça s'accumule et que leur viande ait plus d'oméga 3, qu'ils soient aussi genre nourris avec ce qu'ils sont supposés manger. Exemple, les vaches avec de l'herbe. Euh, donc, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que on veut dépenser moins pour les besoins de base, mais qu'après on finit par dépenser plus pour notre santé? Il y a aussi qu'il faut absolument penser que si on veut investir dans notre bonheur, il faut régler les besoins primaires de notre société avant d'essayer de développer d'autres produits. Après ça, il faut profiter qu'il n'y a pas juste les actionnaires qui en profitent. Donc, c'est clair que dans le système actuel, bien, les actionnaires de la compagnie Apple, exemple, vont gagner beaucoup d'argent.
Sauf qu'il faut essayer de penser que si on a un produit local et production en 3D, donc on n'est pas spécialisé. Donc, on, par exemple, se met à cultiver le thé, puis on se rend compte qu'en cultivant le thé, il y a juste un très faible pourcentage de la plante qu'on mange. Donc, avec le reste de la biomasse, on peut cultiver du poivre, on peut faire de l'engrais, on peut cultiver des champignons, on peut, après, avec ça, avoir des poissons et donc préserver la faune. Tout d'un coup, en cultivant le thé, je ne deviens pas le leader mondial du thé, mais j'ai de l'argent avec tous les autres dérivés de ce que je fais en cultivant en 3D. Et ça peut bénéficier les gens locaux par l'emploi, par la bouffe, et donc ils deviennent aussi plus riches et ils peuvent acheter plus de choses pour subvenir à leurs besoins. Et ça va générer aussi un facteur multiplicateur que ça va aider les autres compagnies qui sont locales. Il faut faire attention parce qu'on a tendance à calculer tout le temps si on fonctionne mieux dans un pays ou dans une compagnie, si le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires d'un pays, c'est le PIB, produit intérieur brut, augmente. Mais il y a des instances où est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, si on augmente, par exemple, le fait que la criminalité augmente à Montréal, il va falloir qu'on injecte plus d'argent dans la police. Il va falloir qu'on injecte plus d'argent aussi pour le système correctionnel. Et donc, le PIB augmente, même si c'est moins bon de vivre à Montréal si la criminalité augmente. Le même principe que s'il y a des feux de forêt au Canada, le PIB augmente parce qu'il faut qu'on investisse de l'argent. Alors que si moi, je me mets à avoir un jardin et j'échange des légumes pour des œufs de mon voisin, ça ne rentre pas dans le PIB. Si je décide d'être plus présent pour l'éducation de mes enfants, eh bien, ça ne rentre pas dans le PIB. Alors même, ça diminue le PIB, parce qu'à la place de payer pour une garderie, peut-être que je décide de m'occuper de mes enfants. Fait que vous voyez les limites du système actuel. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut penser à d'autres choses. Après ça, au lieu d'aller à l'exploitation, il faut aller vers l'optimisation. Il faut arrêter d'être un spécialiste. Il donne l'exemple des pandas versus les cafards. Tout le monde aime les pandas, ils sont cute et puis c'est facile de générer de l'argent pour essayer de sauver cette espèce qui, soi-disant passant, comme il dit, sont une espèce qui, dans le fond, a refusé d'évoluer en quelque sorte parce qu'ils mangent maintenant juste un type de bambou ou deux sur toutes les centaines de bambous qui existent et ils refusent de manger quoi que ce soit d'autre. Alors que, comme il dit, les cafards, on a tendance à ne pas vouloir les étudier, sauf que, parce qu'on trouve que c'est sale, tout ça, premièrement, ils ne sont pas sales, mais ils arrivent tout le temps à s'arranger. Ils s'aident entre eux, ils fonctionnent comme une colonie de fourmis. Ils trouvent de la nourriture pour les nutriments que ça leur apporte pas parce qu'ils sont habitués à manger une seule chose. Donc, ils arrivent à manger à peu près n'importe quoi, même des ongles et des cheveux. Donc, ils arrivent tout le temps à s'adapter. Donc, il dit qu'il faudrait qu'on apprenne des cafards puis que nous, on arrive tout le temps à s'adapter. Quand on a une compagnie hyper spécialisée, on devient dépendant des choses qu'on n'est plus capable d'influencer. Par exemple, on va être dépendant du taux de change américain avec le dollar canadien, alors qu'on n'a pas d'influence là-dessus. On va devenir dépendant du maillon faible de notre chaîne d'approvisionnement. Donc on est dépendant, on est comme un colosse au pied d'argile, alors que si on est avec une compagnie locale, une mauvaise herbe, par exemple, comme les chardons, peuvent devenir genre une herbe qu'on va utiliser plus tard pour être capable de faire de l'huile à moteur ou qu'on va être capable d'utiliser pour faire un synthétique plastique ou des trucs comme ça. Donc, quand on est local, on arrive à se tourner sur un design un petit peu plus facile. On arrive aussi à voir des opportunités dans des choses qui auraient été balayées de la main par la compagnie qui essaie d'être spécialisée dans quelque chose. Parce que si on essaie d'être spécialisé, bien, tout ce qui n'est pas notre spécialisation, on ne le fait plus. Après, l'autre tendance, ça va être d'aller de l'uniformisation vers la diversité. L'uniformisation, dans le fond, c'est ce qui fait qu'on a des mauvaises herbes. C'est ce qui fait qu'on a des pénuries. C'est ce qui fait qu'on a, même il dit, des pandémies. Parce qu'on a tendance à tout élever pareil. Donc, on crée quelque chose qui n'est jamais arrivé dans la nature, comme un élevage où il y a juste des cochons. Bien, s'il y a un virus qui attaque les cochons, bien, c'est sûr qu'il va trouver sa mine d'or. Il y a juste des cochons, c'est super facile de toutes les tuer. Tandis que s'il y avait de la diversité, bien, peut-être que l'acidité de l'eau
pour les truites à côté des cochons va faire que le virus va s'arrêter. Donc lui, il disait que dans le fond, c'était un peu pour ça qu'on avait de plus en plus des problèmes de virus qui passaient de l'animal vers l'être humain, parce qu'on avait des endroits qui étaient propices à la propagation de ces virus-là, parce que au lieu d'être diversifié, on a une seule chose. Au lieu d'être diversifié, on finit par penser OK, je vais utiliser des pesticides pour pas que les insectes viennent. Au lieu d'avoir un équilibre entre les 5 royaumes de la vie, qui sont les bactéries, les champignons, les plantes, les algues et les animaux, bien, je vais avoir juste un type de plante. Donc, c'est clair que ça crée une abondance quelque part dans la nature et peut-être que les sauterelles vont venir ravager ma culture. Mais ça arrive jamais dans la forêt boréale ou dans la forêt canadienne que les ours viennent ravager quelque chose. Il faut qu'on ait mis un déséquilibre dans un des 5 royaumes de la vie pour que ça arrive. Donc, il faut définitivement trouver des solutions pour arrêter d'utiliser des OGM ou des pesticides à la place. Faut penser à produire comme la nature produit. Même l'irrigation, on ne s'en aperçoit pas, mais l'irrigation, ça aide à la déforestation et ça aide à la désertification parce que ça rend les sols trop minéraux. Et en plus, le fait de, pour faire l'agriculture, au lieu d'utiliser les arbres, l'ombre, alors que, par exemple, le café a toujours poussé à l'ombre des arbres, on enlève tous les arbres, le soleil chauffe le sol. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le sol devient trop chaud par rapport à la température de la pluie. La pluie pénètre même plus dans le sol. Ça augmente la désertification. Ça fait qu'on a besoin encore plus d'irrigation. Ça fait qu'on utilise encore plus d'eau douce. Donc, il faut penser vraiment en 3D. Exemple, la nature possède déjà des plantes qui sont capables de pousser à peu près n'importe où, même dans les déserts. Donc, pensons à l'écosystème. Au lieu de penser simplement en riz, soja, blé, palme, maïs, c'est à peu près les 5 seuls céréales qui sont cultivées. Pensons, qu'est-ce qui peut être cultivé à tel endroit? Qu'est-ce qui pousse déjà là? Quelles sont les graines indigènes qui fonctionnent à cet endroit-là? Qu'est-ce qui pousse sans une irrigation supplémentaire? C'est la même chose pour la viande. On pense tout le temps juste bœuf, donc vache, cochon, poulet. On ne pense pas que, exemple, en Australie, il y a énormément de kangourous, par exemple. Ça va nous aider aussi à passer de la chimie à la place de génétique et physique. Dans l'agriculture, on va tout le temps avec le chimique. On va avec changer la génétique. Alors que on sait qu'il y a déjà des graines adaptées à chaque endroit sur la Terre. C'est un peu les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est la réaction de la nature à une opportunité spécifique qui, en ce moment, permet un espace ou quelque chose de grandir à cet endroit-là. Une mauvaise herbe, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore comment l'utiliser. Donc, il donne l'exemple que la sève des pins, si on le mélange à la térébenthine, ça fait du biocarburant. Les chardons, ça peut être faire des plastiques, ça peut faire de l'huile à moteur qui polluera plus, parce que quand on utilise des tracteurs dans les champs, on pollue avec les fuites d'huile. Donc, ça nous permet de penser d'aller, au lieu de faire c'est la 8e tendance, au lieu de faire du biodégradable et du durable, d'aller vers du régénératif et du renouvelable. Comment est-ce qu'on peut régénérer les coraux, comment on peut régénérer les forêts, au lieu de juste moins les abîmer. Et ça, il y a plein d'exemples dans le livre qui fonctionnent très bien dans des îles, dans des régénérations de la forêt boréale, sur des projets de 40 ans, exemple, qui sont super intéressants, vous le lirez. Mais le biodégradable, comme il dit, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Souvent, quand c'est dit biodégradable, c'est dans une température précise, souvent 25 degrés, comme exemple dans un endroit d'épuration, un champ d'épuration. Donc, ce n'est pas nécessairement dans l'océan, ce n'est pas nécessairement dans un milieu froid. Et ça fait que, exemple, même les plastiques biodégradables deviennent quand même des petites particules de plastique que les poissons mangent quand même. Donc, tous les produits ne sont pas nécessairement bons, même s'ils viennent de la nature, parce qu'il y a des façons, des fois, qu'on produit, comme en faisant de l'agriculture excessive, qui détruit l'écosystème. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que c'est vert que c'est bon. Il donne l'exemple de la soie à la place du nylon. Quand on fait de la soie, ça régénère, parce que les vers de soie, avec leurs excréments, régénèrent les terres arables. Et ça fait qu'en cultivant le ver à soie, on régénère les terres et on fait un vêtement de qualité. On engage beaucoup de gens qui disent c'est peut-être une façon de penser au lieu de faire le nylon. Donc, il faut essayer de passer du contrôle à la résilience. Tout le monde veut vivre en ville parce qu'il trouve qu'on est trop à l'aléa de la nature qu'on vit dans la campagne, sauf qu'avec le nouveau
pas le nouveau. Avec le système actuel, c'est toujours la personne en bas de l'échelle qui paye. C'est toujours la personne en bas de l'échelle qui a les risques. Et donc, au lieu d'avoir les risques de la nature, on a les risques du marché dans la ville. Ce n'est pas nécessairement mieux. Il se dit, il faut se rendre compte aussi que le défi n'est pas l'espace sur Terre. On est 7 milliards, 7,5 milliards. Si on avait tous 400 mètres carrés pour les familles de 4, on pourrait tous vivre dans l'État du Texas et tout, avec une maison, chacun, sur 400 mètres carrés de terrain. Donc, c'est beaucoup plus de penser comment réorganiser et produire comme la nature au lieu de demander à la nature de produire comme nous, de faire circuler l'argent localement. Et c'est comme ça qu'on va penser à régénérer même l'économie locale. Il donne l'exemple des réfrigérateurs. Quand les réfrigérateurs de l'extérieur ont commencé à arriver, c'était des réfrigérateurs qui coûtaient la moitié prix, mais qui duraient moins de la moitié du temps des réfrigérateurs locaux. Sauf que les gens sont allés pour le bas prix. Ça a tué l'industrie locale et ça a quand même fait qu'on finit par dépenser plus cher pour nos réfrigérateurs parce qu'on les rachète plus souvent. Fait que la campagne, plus focusée sur nos besoins primaires en tant que société, peut-être ça serait une solution, de ne pas juste penser à la ville. Quand on va dans la campagne, on se rend compte qu'on passe de la pénurie à l'abondance. La nature est tout le temps abondante. Même dans le désert, la nature est abondante. Il y a du lichen, exemple. Et le lichen, ça utilise les roches et ça garde l'humidité pour les animaux qui vivent dans le désert. Donc, n'importe où, on a de l'abondance si on sait quoi regarder, mais on a tendance à vouloir le standard que tout le monde a, comme exemple le riz. Et si on ne peut pas pousser de riz, bien, on oublie qu'on pourrait peut-être faire pousser des patates à cet endroit-là. Et donc, c'est comme ça qu'on crée la rareté. La pénurie, dans le fond, c'est à la base de pouvoir mettre un prix sur le marché. Parce que s'il n'y avait pas de pénurie, bien, tout le monde pourrait juste demander le prix qu'il veut. La pénurie, ça cède l'offre et la demande. Et c'est pour ça, d'ailleurs, même que dans beaucoup de nos pays riches, on voit des gens détruire leurs récoltes en les brûlant ou au lieu de les donner à ceux qui ont faim parce qu'ils veulent maintenir les prix. Ou quand on voit les pays qui préfèrent envoyer leur bouffe à l'extérieur de leur pays au lieu de le donner à leur population parce qu'ils ne veulent pas baisser les prix. Donc, il faut vraiment penser que on a de l'abondance. Il donne l'exemple du papier. Ça utilise énormément d'eau. Ça ne peut pas être recyclé à l'infini. Bien, les Chinois ont trouvé comment utiliser la poussière de roche pour pouvoir faire du papier. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a plein d'usines, plein de mines, de sites de transformation de mines qui sont désaffectés, qui ne servent à rien. Il y a plein de poussière de roche. Donc ça, c'est un déchet qu'on transforme en abondance, qu'on est capable de faire des feuilles de papier sans utiliser d'eau. Fait que c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser qu'il faut passer de la protection à la régénération. Ça, c'est la 11e tendance au niveau qu'on veut. On veut arrêter de dire on va protéger les coraux, donc vous n'avez plus le droit de pêcher. Si on dit à la population locale qu'ils n'ont plus le droit de pêcher pour protéger les coraux, bien, qu'on ne leur donne rien d'autre pour pouvoir manger, bien, on s'entend qu'ils ne vont pas vouloir protéger la nature. Ils vont se battre contre la nature. Il faut plus aller contre la régénération. Dans beaucoup d'îles du Pacifique, on a commencé à faire la culture des algues qui ont besoin des coraux et des barrières de corail pour protéger les algues pour protéger les algues des vagues. Et donc, la population locale, maintenant, veut régénérer les coraux, maintenant veut protéger et enlever les braconniers qui vont, les pêcheurs, de pêcher parce qu'ils ont une façon de générer de la valeur, de générer de la nourriture et d'avoir leurs besoins primaires qui sont comblés. Et donc, maintenant, ils veulent non seulement en protéger, mais maintenir et régénérer cette nature qui leur donne cette abondance-là. Si on soutient la nature, dans le fond, on a de l'abondance continuelle. La dernière tendance, c'est faire la différenciation, arrêter de faire la différenciation entre le bien et le mal et de trouver la capacité de s'améliorer. Il dit le questionnement, c'est pas pour ou contre les OGM. Le questionnement, c'est comment est-ce qu'on va faire pour utiliser la nature et nourrir tout le monde. Parce que tout le monde doit être nourri. Pour le moment, on n'a toujours pas réglé ce problème-là, qu'il y a des gens qui souffrent encore de faim, malgré toute la technologie qu'on a. Donc, il faut arrêter de est-ce que je suis pour ou contre? Parce que quand on se pose cette question-là, on va faire des quotas, on va essayer de moins faire mal, mais on fait encore mal. Il faut juste produire mieux, produire plus intelligemment, en respectant la nature et en utilisant la physique de la nature au lieu d'utiliser la chimie et la génétique moderne, humaine, qu'on essaye de faire. Il faut arrêter de penser à faire des profits juste maintenant et on s'en fout de plus tard. C'est comme exemple,
Gunther Pauli donne l'exemple que c'est aberrant les compagnies pharmaceutiques ont le droit de vendre des produits dont les effets secondaires, c'est d'avoir des idées suicidaires. C'est pas bon à long terme pour la société de permettre aux gens de faire des profits maintenant, mais de ne pas regarder ce que ça va faire comme problème plus tard. Donc, on veut arrêter de dire le bien c'est nous, le mal c'est les autres. C'est un peu comme la base des religions. Genre, nous, on détient la vérité, les autres ne l'ont pas. On veut plus tous ensemble trouver des solutions vers l'avenir. Il faut se souvenir que les cathédrales ont été faites sur des centaines d'années et les architectes des cathédrales, eh bien, ils ne voyaient jamais la fin de la cathédrale. Les gens qui travaillaient sur les vitraux ne voyaient jamais la fin non plus. Et donc, il faut, sur des générations, maintenant, vouloir transformer notre modèle économique et notre façon de produire, s'inspirer de la nature et voir qu'on peut avoir toute l'abondance qu'on a besoin si on focus en premier sur nourrir, la sécurité, l'éducation, l'eau propre, l'accès à de l'eau potable. Et après, avec l'effet multiplicateur, oui, on va avoir tous les gains des technologies qu'on a, mais pour le moment, la nature reste notre enseignant qui est le plus zélé, celui qui a le mieux fonctionné depuis toujours, parce que ça existe depuis des millénaires, et honnêtement, la nature reprend toujours ses droits. La nature, c'est un peu comme le yin et le yang. Plus on détruit, plus il y a de la destruction, plus ça crée une création. Puis on n'a pas vraiment l'impression de ça, mais c'est un peu ce qui se passe. On vit une pandémie, les virus, c'est de la vie. Puis plus on essaie de détruire la vie autre que la vie humaine, sans respecter la nature, sans voir son abondance, on essaie de juste la squeezer au max, mais plus ça crée d'autres choses. Là, en ce moment, peut-être sous forme de pandémie, peut-être d'autres fois, ce sera sous forme de bactéries ou sous forme de mauvaises herbes, mais la nature crée tout le temps et s'en sort tout le temps. Donc, c'est plus ensemble pour essayer de sauver, nous, les humains. La nature, elle, la Terre, elle, est correcte sans nous, puis elle va s'en sortir. Puis si on disparaît demain matin, il n'y aura sûrement plus beaucoup de traces des êtres humains dans des milliers d'années, mais la nature aura repris ses droits. Donc, soyons intelligents, utilisons ces tendances-là, encourageons le local, parce que c'est comme ça qu'on peut créer de la richesse. Toutes les choses dont Gunther parle, le truc que j'aime bien, c'est que dans le fond, il montre qu'on peut produire et gagner encore plus d'argent si on pense à être local, si on pense à optimiser au lieu de juste exploiter une ressource. Et si justement on se casse la tête sur essayer de faire des projets qui utilisent le déchet de quelqu'un d'autre. Le déchet, c'est quoi la définition du déchet? Dans le fond, c'est d'avoir quelque chose que si on vous en donne 1 tonne, comme si on me donne 1 tonne de carton usé, bien, je suis quasiment mieux sans la tonne de carton. Je n'ai pas le goût de l'avoir. Mais si je sais que ce carton-là, mélangé à un autre déchet, le marque de café, avec un petit peu de mycélium, peut créer des pleurotes et nourrir la communauté locale et me donner de l'argent en plus, bien là, tout d'un coup, ce déchet-là n'est plus un déchet. Et c'est comme dans la nature. Il n'y a pas de déchet parce que tout le monde sait comment l'utiliser. Tout le monde a sa place. Et il y a tout le temps une valeur ajoutée. La grosse erreur quand on pense vert et quand on pense recyclage, c'est qu'on pense à recycler de la même façon. Mais un arbre ne recycle pas ses feuilles. Quand les feuilles tombent, elles sont mangées par des micro-organismes et après, elles sont mélangées avec le caca d'oiseau, ce qui fait que c'est une valeur ajoutée pour l'arbre qui peut se nourrir de ça et c'est encore plus efficace que se nourrir de ses feuilles. Donc, quand on essaye de recycler, il ne faut pas penser qu'une bouteille d'eau doit redevenir une bouteille d'eau. Une bouteille de verre, par exemple, peut devenir après de la mousse de verre pour faire de l'isolation de maison. Ça, c'est une beaucoup plus grande valeur ajoutée. Il faut toujours se dire comment est-ce que je peux réutiliser ce déchet-là. Déchet plus connaissance, ça va donner richesse. Donc, regardez autour de vous. Arrêtez de regarder qu'est-ce que je pourrais avoir si j'avais beaucoup d'argent. Je pourrais importer de la farine, puis je pourrais importer du chocolat, puis je pourrais faire des biscuits que je pourrais après exporter vraiment plus loin. C'est pas comme ça qu'on va être capable. Peut-être qu'à la place, il faudrait regarder qu'au Québec, on a beaucoup de sirop d'érable parce qu'on a beaucoup de sève qui sont dans les érables. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis,
qu'est-ce que je peux faire pour que ça bénéficie le marché local? Qu'est-ce que je peux faire en plus du sirop d'érable? Peut-être que des champignons peuvent pousser sur mes arbres. Peut-être qu'au pied de mes arbres, je peux faire pousser d'autres choses qui ont besoin d'ombre. Peut-être, vous commencez à voir le principe, c'est à l'infini. Puis là, tout d'un coup, mon marché local et le fait que je ne suis pas juste un spécialiste en sirop d'érable crée encore une fois énormément de circulation d'argent dans l'industrie locale et ça fait que tout le monde en bénéficie. On devient tous plus riches, on respecte tous plus la nature et on peut vivre l'abondance de la nature. Fait que j'espère que ça vous fait réfléchir. Lisez Gunther Pauli, soyons aussi intelligents. Gunther Pauli, pardon, P-A-U-L-I. Soyons aussi intelligents que la nature. Le prochain livre que je veux lire de lui, c'est Blue Economy. Il y a aussi Blue Economy 3.0 qui semble intéressant. Mais, pour le moment, c'est le livre que j'ai lu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'en parler. Plus on pense à ces... et on se challenge à voir les autres options qui existent, plus on profite encore plus de ce qu'on a et on voit toutes les possibilités de l'avenir au lieu de voir l'avenir noir et négatif. Bien, voyons comme un défi à relever pour nos générations et les générations futures. Ensemble, on est capable de le faire. Let's go!